Objectif Tech, c'est le podcast qui décortique les nouvelles technologies et vous donne les clés pour libérer tout leur potentiel business. Interviews exclusives, décryptage, discussions sans langue de bois. Retrouvez dans ce podcast nos clients, partenaires et experts pour des échanges inspirants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Cyber, une série de podcasts où la leadership team Capgemini s'entretient avec des acteurs clés du marché public ou privé pour apporter un éclairage sur les différents aspects de la cybersécurité. Je suis Jeanne Ray, directrice cybersécurité chez Capgemini et j'aborderai aujourd'hui un aspect spécifique qui est la réponse à incident et plus spécifiquement les forces d'intervention du SWAT. Le SWAT, ça veut dire Security Worldwide Assistance Team. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Lim, qui est analyste forensique. Bonjour Alexandre. Bonjour Jeanne, merci de me recevoir aujourd'hui et de me permettre de me présenter et de représenter l'équipe SWAT auprès de nos auditrices et auditeurs. Tout d'abord, qu'est-ce que le SWAT ? En une phrase, c'est l'équipe de réponse à incidents cyber de Sogeti Capgemini, dont je fais partie depuis sa création en 2018. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à partir du moment où vous recevez l'appel d'un client qui vous explique subir un incident ou une crise ? Donc, oui, tout à fait. Donc, lorsqu'un client va nous appeler, on va dérouler le processus de réponse à incident classique qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de prendre le contexte, poser des questions, essayer de répondre à des questions simples en fait. Qu'est-ce qui se passe chez le client ? Est-ce qu'il fait face à un ransomware, à de l'espionnage industriel, de la malveillance interne, ou tout simplement de la compromission de quelques serveurs qui seraient exposés à Internet. On va chercher aussi à répondre à la question de quel est l'impact sur l'activité du client. Est-ce que l'impact est limité ? Est-ce qu'il y a seulement quelques machines qui sont compromises et qu'il y a du coup seulement quelques collaborateurs qui ne peuvent plus travailler, par exemple ? Ou un impact un peu plus important qui toucherait un laboratoire en entier avec 2, 3, 4 équipes qui ne peuvent plus du tout travailler, ou un impact un peu plus important, voire même critique, par exemple un ransomware qui aurait chiffré l'ensemble du parc, et donc l'ensemble des salariés se seraient renvoyés à la maison et l'activité serait totalement à l'arrêt. Ensuite de cela, on va donner un certain nombre de recommandations pour limiter l'impact, contenir l'attaquant. La deuxième étape, ça va être de former une équipe côté SWAT qui aura les compétences pour répondre à l'incident et mener au mieux cette prestation. On va généralement former une équipe de 3, donc deux experts forensiques qui vont être dépêchés sur site pour accompagner le client dans la gestion de la crise, mener les premières acquisitions forensiques, et un troisième équipier qui sera au laboratoire, en base arrière, comme on aime bien le dire au SWAT, qui va lancer les premières analyses dès la réception des premiers éléments de preuve. La troisième étape, ça va être de réaliser les analyses. Donc, on va décortiquer les différentes machines compromises, les différents logs qu'on aura pu récupérer sur site. On va chercher à répondre tout simplement au travers de nos analyses aux questions suivantes. Comment est-ce que l'attaquant s'est introduit sur le réseau ? Quelles sont les machines qui ont été compromises ? Quels sont les comptes qui ont été compromis ? Quels sont les objectifs de l'attaquant ? Est-ce que c'était des motivations plutôt liées à l'argent, ou c'était plutôt malveillantes, qui cherchent à nuire à l'entreprise ? Par exemple, on peut avoir un administrateur qui a été licencié et qui a toujours des accès, qui cherche à nuire à l'entreprise en détruisant des serveurs, etc. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que l'attaquant a déposé des portes dérobées ? Donc, par exemple, un agent malveillant sur un poste isolé très loin dans le réseau, ou est-ce qu'il a créé des comptes aux privilèges qui lui permettraient de se connecter par la suite, après la réponse à incident, donc quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire un an après que la réponse à incident soit terminée. Et enfin, en dernière étape, on va remettre un rapport avec l'ensemble de nos observations, l'ensemble de nos analyses. On va détailler ces éléments-là dans le rapport et bien sûr donner une liste de recommandations pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise à nouveau dans le futur, tout en élevant le niveau de sécurité globale de l'entreprise post-incident. Ok, avant de creuser un tout petit peu, là, je reprends sur la première étape, tu disais
il faut qu'on connaisse un peu l'impact sur le business, il faut qu'on forme une équipe, nous, de 3 personnes qui connaissent bien les enjeux clients, etc. Ça veut dire que finalement, vous avez besoin de faire un travail en amont avec les clients, en amont des crises, en quelque sorte, de bien les connaître, d'avoir des gens qui connaissent leur contexte. Comme ça, au moment où la crise se passe, vous savez déclencher et activer l'étape 2, en fait. C'est ça que je comprends. Alors ça, c'est le scénario idéal, on va dire. Parce qu'on a beaucoup de clients en fait qui nous appellent, qui nous connaissent pas forcément avant l'incident, et ils sont face au fait en fait. Il y a l'incident qui est là et ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est là qu'ils nous appellent. C'est le premier contact qu'on a avec eux en fait. Et c'est les premiers échanges qu'on a. C'est qu'est-ce qui se passe, quel est l'impact. Et on lance le processus classique après ça. Et dans ces étapes-là, j'imagine que vous vous appuyez sur un certain nombre d'outils. Est-ce que vous prenez la main sur des outils du client dans des temps extrêmement restreints, ou est-ce que vous arrivez avec vos propres outils? Comment ça se passe un peu techniquement, entre guillemets? Donc oui, tout à fait. On a comme je disais, 2 experts qui arrivent sur site pour soutenir le client. Ils interviennent sur site, ils viennent pour faire la première phase d'acquisition. C'est-à-dire on va identifier des postes compromis, des serveurs, des logs qui sont d'intérêt pour l'investigation et qu'on va récupérer. Ils viennent sur site, ces experts-là arrivent sur site, pas avec les mains vides en fait. Ils ont des équipements qui sont dédiés à faire de la copie forensique. C'est-à-dire, on va récupérer des disques durs de postes compromis et grâce à ces équipements-là, on va pouvoir faire des clones, des copies forensiques de ces disques durs. Donc cet équipement-là permet d'attester que ces copies sont conformes. Il va générer un scellé, en fait, ce qu'on appelle un fichier dans lequel on va retrouver l'ensemble des informations des différents disques durs et notamment le hash. Donc le condensat du disque dur source et du disque dur destination, ce qui va permettre de mettre un tampon en fait pour attester que la copie est conforme. C'est quelque chose qui est assez important dans le monde de la réponse à incident parce que nos clients mènent très souvent des actions en justice, donc vont déposer plainte. Et on est souvent convoqué par des policiers de la police judiciaire, des gendarmes de sections de recherche à travers la France, qui vont demander à récupérer ces éléments de preuve pour pouvoir vérifier ce qu'on a écrit dans notre rapport, voir si c'est vraiment conforme à la réalité. Donc cette histoire de traçabilité, c'est quelque chose de très important dans le monde de la réponse à incident. Donc les experts viennent aussi avec des outils logiciels qui permettent de faire des collectes plus spécifiques sur des technologies spécifiques et des OS spécifiques. On utilise aussi dans la phase d'analyse, donc qui suit la phase d'acquisition, des outils qui sont reconnus et qui sont utilisés par les différents services d'investigation privés et étatiques. C'est des outils qui sont assez puissants, qui nous permettent d'aller très en profondeur dans nos analyses et parfois même de récupérer des scripts qui ont été utilisés par l'attaquant et qui auraient été effacés pour laisser le moins de traces possible suite à son passage. Et oui, comme tu le disais, Jeanne, on prend aussi en main les différents outils qui sont déjà implémentés chez le client, donc tout ce qui est console d'antivirus, EDR, SIEM. Donc on prend vraiment tout ce qui peut être source d'informations qui serait intéressant pour l'investigation. Et alors, ça m'amène à une question là. C'est hyper riche en termes de quantité d'activités que vous menez. Tu parlais de toutes les étapes, tout ce que vous déployez, dans des contextes qui sont quand même hyper stretched, où tout le monde est un peu sous tension parce qu'il faut aller extrêmement vite, prendre des décisions extrêmement vite et contenir une crise rapidement. Ça m'amène à cette question. Finalement, il se passe à peu près combien de temps entre l'appel que vous recevez, le moment où vous arrivez et le moment où finalement vous terminez l'intervention? Donc déjà, on intervient pour Capgemini. Donc on travaille à l'international de base, donc c'est dans l'ADN du SWAT quelque part. Et concernant les délais, en fait, c'est de 24 heures en Europe et 72 heures dans le monde. Donc c'est des délais garantis en présentiel, mais concrètement dans la très grande majorité des cas, dans 99% des cas, on est sur place en 5 heures en France
et voire même dans l'heure si le client est basé en région parisienne ou à Toulouse. Concernant le délai la durée de l'intervention, ça va vraiment dépendre de l'envergure de l'incident. Si c'est vraiment isolé sur un poste précis, l'analyse d'un poste, généralement, ça va prendre 3 jours pour avoir une analyse assez exhaustive. Pour un incident un peu plus classique, on peut tabler entre 1 à 2 semaines avec une dizaine de machines compromises, par exemple. Après, le deuxième critère, ça va être la criticité de l'incident. Est-ce que le client souhaite des réponses très rapides parce que l'activité est à l'arrêt total? Là, on peut mobiliser plus de ressources côté SWAT et travailler en 24/24 et donc réduire drastiquement ces délais d'intervention et la durée totale d'investigation. Pour vous donner un petit exemple sur la mission la plus longue que j'ai pu réaliser au SWAT, c'est une mission qui a impliqué plusieurs dizaines de milliers de machines compromises, où on a mobilisé 6 analystes SWAT sur cet incident-là. On a pu travailler 24 heures sur 24 les 2 premières semaines pour apporter les premières réponses aux clients de manière la plus rapide possible. Puis on est passé sur un rythme un peu moins soutenu et on a fait 2 mois au total d'investigation pour ce client-là. Ok. Et alors, vous avez beaucoup de clients qui vous appellent à l'étranger? Oui, tout à fait. Donc on a un certain nombre de clients, de grands groupes internationaux en fait, qui ont des contrats avec le SWAT. Généralement, on a environ une mission par mois à l'international. Ok. C'est qui le demandeur d'ailleurs? C'est le côté client en fait, c'est qui votre interface? C'est dans les équipes sécurité plutôt opérationnelles, c'est le CISO, c'est dans l'équipe dirigeante. Qui est-ce qui vous appelle? Alors on a plusieurs cas de figure. Lorsque c'est des petites entités, des PME, par exemple, ça va être le dirigeant, donc le PDG ou le directeur général. Dans le cas où c'est plutôt des grandes entreprises, on va plus avoir affaire avec le RSSI ou le DSI. Généralement, ça va être donc un dirigeant, mais très rapidement, en fait, on va être en contact avec quelqu'un de plus technique qui pourra répondre à nos questions et nous aider dans l'intervention. On a un troisième cas où c'est des entreprises qui ont déjà des contrats avec nous. Et donc, il y a déjà une personne technique côté client qui a été identifiée et qui va faire l'interface entre le SWAT et les différentes équipes techniques côté client. Et alors, du coup, tu dis que ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est quoi un peu le panel de clients que vous avez? C'est surtout des grands comptes ou c'est surtout, je ne sais pas, des collectivités territoriales ou plutôt des petites entreprises? On peut imaginer à chaud que chez les grands comptes, il y a peut-être des dispositifs plus importants en matière de cybersécurité, qu'ils ont peut-être fait plus d'investissements, ils sont peut-être plus structurés pour faire face à des crises. D'un autre côté, ils ont peut-être aussi plus les moyens de faire appel à des prestations extérieures comme ça en urgence. C'est quoi un peu le panel de clients que vous avez? Alors, parmi nos clients, on trouve vraiment de tout, aussi bien dans le privé que dans le public. On a des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une investigation, disons, complète et assez longue. Donc on s'adapte en fait au budget, on va dire, de notre client et on fait au mieux pour répondre au mieux aux différentes questions qui sont liées à l'incident de sécurité. Donc bien sûr, les petites entreprises n'ont pas forcément les compétences en interne pour gérer une crise et mener les différentes investigations forensiques. Donc ils font appel à nous en tant que prestataire de réponse à incident. Pour les entreprises un peu plus grandes, en effet, souvent on a des compétences sécurité en interne pour sécuriser le SI, hein, tout simplement. Mais concernant les compétences forensiques, d'analyse et d'investigation, c'est des choses qui sont vraiment poussées, un peu spécifiques, qu'on ne retrouve pas forcément dans ces entreprises-là. On va retrouver ces ressources-là plus généralement dans des très grandes entreprises qui ont des équipes dites CERT, donc Computer Emergency Response Team, donc des équipes de réponse à incident à proprement parler.
Alors habituellement, quand on arrive à ce stade du podcast, il me reste 2 questions qui sont des questions récurrentes que l'on pose à tout le monde. La première question, c'est quel est le rôle d'une entreprise comme Capgemini sur ces sujets-là? Alors évidemment, je ne vais pas la poser puisque le SWAT est une équipe de Capgemini. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ta vision sur la stratégie de sourcing des entreprises vis-à-vis de ça, c'est-à-dire est-ce que ils ont intérêt à s'appuyer sur le long terme à des services d'intervention délivrés par un groupe comme Capgemini, ou est-ce qu'il y a des entreprises qui ont intérêt à internaliser ça et à développer leur propre équipe SWAT en fait? Oui, tout à fait. Donc, pour les petites entreprises, c'est toujours intéressant d'identifier un prestataire de réponse à incident comme le SWAT en amont, afin de préparer en fait, la réponse à incident pour le jour J. Donc ce qu'on propose pour nos clients, ça va être un abonnement qui va permettre de préparer ce jour J-là, donc comprendre ce qui est son système d'information et préparer tout ce qui est d'ordre administratif. Pour les entreprises un peu plus grandes, qui ont déjà parfois des ressources en réponse à incident en interne, c'est toujours intéressant d'avoir identifié un prestataire également. Pourquoi? Parce que, nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment une force de frappe, dans le cadre des investigations. On va pouvoir les aider pour, à faire les différentes analyses, plus rapidement. Parce que le jour où un incident arrive, en fait, la charge de travail est colossale. On a Mmh. énormément de machines à analyser, heu, énormément d'actions à mettre en œuvre. Donc on peut les aider à ce niveau-là, on peut leur apporter notre, expérience, par rapport aux différentes, investigations qu'on a pu faire, auparavant. OK, donc une équipe qui a de l'avenir, finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit pour des questions, d'expertise ou des questions de force de frappe, comme tu disais, à un moment où la charge explose. Et j'ai une dernière question. Comme à chaque invité également, on pose la question Next, qui est un petit exercice de pari sur l'avenir. Donc là, on imagine qu'on est en 2025, tu es appelé par un client. C'est quoi, à ton avis, le type d'attaque ou la nouveauté à laquelle tu vas devoir faire face par rapport à tes débuts dans l'équipe SWAT? Alors ce qui va être, nouveau, ça va être tout ce qui est lié au cloud. Heu, donc la forensique dans le cloud, c'est vraiment la prochaine étape, pour nous. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui déjà qu'un certain nombre, d'entreprises commencent à migrer les services, les applications dans le cloud, et ce sera d'autant plus vrai en 2025. Heu et le cloud, c'est un environnement par nature différent du SI, classique, on va dire. D'autant plus qu'on a un certain nombre d'acteurs, hébergeurs, donc pour ne citer que les plus connus, Google, Amazon, Microsoft, OVH en France. Donc chaque acteur a sa technologie propre qui est propre à lui. On va retrouver, des éléments de preuve, chez un acteur, chez un hébergeur et pas forcément dans les autres, et vice versa. Donc il faut se tenir prêt. Il faut, se familiariser avec ces différents acteurs du cloud. Heu, c'est quelque chose que l'on constate aussi, par rapport, aux différents éditeurs d'outils, d'investigation. On voit qu'ils commencent à développer, à publier de nouvelles fonctionnalités d'acquisition et d'investigation dans le cloud. Donc oui, il faut se tenir prêt à intervenir, dans ce type d'environnement et heu et se former. Très beau sujet. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous le rappelle, le podcast fait partie de la série Objectif Cyber, des échanges organisés entre la leadership team Capgemini et des personnalités importantes de la cybersécurité. Et je vous dis à très bientôt.